J'appelle maintenant les intervenants de la table ronde suivante sur le financement pérenne des bases de données de santé. Voilà, si vous voulez bien nous rejoindre en tribune. Alors là, j'en profite puisque j'ai déjà 3 intervenants qui sont parmi nous. Florence Favrel-Feuillat va nous rejoindre et Alexandre Van Stock, cofondateur d'EVA, est en distanciel puisqu'il est coincé à Lyon. De gauche à droite, Carole Dufouil, responsable équipe phare et directrice adjointe des relations internationales à l'INSERM. Bonjour. Claude Gissot, on ne vous représente plus puisqu'on vous a entendu tout à l'heure. Enfin, je vous représente quand même pour ceux qui n'étaient pas là éventuellement. Directeur de projet AMDAC à l'adresse. Arnaud Sandrin, directeur opérationnel de la BNDMR. Vous vous rappelez de quoi il s'agit à la PHP. Et Florence Favrel-Feuillat, DG du CHU de Brest, présidente de la commission. Bon, on ne va pas tout décliner si ça vous en... De toute façon, c'est écrit. Et PQ, effectivement, de Innovation Santé 2030. On va commencer avec vous, Arnaud Sandrin. Alors, d'abord peut-être quelques mots sur cette table ronde. Il va falloir des moyens, pour amorcer, il va falloir des moyens pour faire fonctionner, et il va falloir effectivement des moyens pour entraîner les parties prenantes à s'y investir pleinement. Donc c'est ce que nous allons voir durant cette table ronde. Alors, vous avez été longtemps en charge de la base BNDMR. Rappelez-nous peut-être ce que c'est. Et nous dire combien ça coûte une base de ce type. Oui, alors la BNDMR, donc c'est la base nationale de données sur les maladies rares. Et j'interviens ici aussi au nom de mes collègues, je dirais, de l'entrepôt de données de santé de la PHP. On est dans le même cadre. Donc la base nationale de données maladies rares, c'est un entrepôt de données de santé, c'est un EDS, donc qui recoupe beaucoup des éléments qui ont été évoqués juste avant, mais qui est un peu particulier puisqu'il est national, il est à l'initiative publique. Là où l'entrepôt de données de santé de la PHP, ça correspond un petit peu plus à ce dont il est question ici, c'est vraiment l'EDS de CHU. Et donc effectivement, sur la question du financement des EDS, chose sur laquelle on travaille beaucoup avec mes collègues, on se pose beaucoup de questions sur comment pouvoir poursuivre cette activité dans la durée, quel est le financement nécessaire. Et ce financement, effectivement, aujourd'hui, l'appel à projet est plus que bienvenu. Est-ce qu'il est suffisant ? C'est pas certain, parce qu'effectivement, un EDS, c'est beaucoup de travail. D'accord. Alors, peut-être vous expliquer quand même la différence entre la BNDMR et un EDS tel qu'ils sont prévus dans la AP. Oui, en plus, je pense que c'est relativement intéressant puisque la BNDMR, ça ressemble beaucoup à une cohorte ou un registre que certains peut-être connaissent. Donc, je me pose une question scientifique, je collecte des données bien spécifiques à cette fin. Et donc, c'est vraiment une collecte de données ad hoc. L'EDS de la PHP, c'est grosso modo, on part de ce qu'on appelle, pardon de l'acronyme, les DPI, les dossiers patients informatisés. C'est concrètement l'ensemble des logiciels qui sont utilisés à l'hôpital. Les dossiers patients informatisés, ce sont des logiciels dans lesquels, par définition, vous avez le nom, le prénom du patient. Quand vous soignez quelqu'un, vous connaissez toute son identité. Et en revanche, vous n'avez pas le droit d'accéder aux données d'un patient que vous ne prenez pas en charge. Donc c'est très cloisonné, par contre très transparent, nom, prénom et autres. Un EDS, c'est à peu près exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous n'avez plus le nom, plus le prénom. Vous n'en avez pas besoin pour faire votre recherche. En revanche, vous pouvez, et c'est le but, accéder aux données en transverse. Et donc comment on fait un EDS ? On prend tous les logiciels qui sont utilisés dans l'hôpital. On s'intéresse aux données de chacun de ces logiciels. Et pardon d'être un peu technico-technique, mais je pense que c'est intéressant à rappeler. Qu'est-ce que c'est une base de données ? C'est en gros un ensemble de petits tableaux, mais un grand nombre de tableaux. C'est peut-être une centaine de tableaux différents dans lesquels la même donnée est représentée de manière un petit peu différente. Parfois, elle apparaît au milieu d'une phrase. Par exemple, un diagnostic peut apparaître au milieu d'une phrase. Parfois, il est écrit quelque part ou il est écrit dans une autre table. Et donc, à la fin, quand vous devez agréger les données de 30, 40, 50 logiciels différents, vous devez faire tout un travail de data engineering pour transformer en fait toutes ces données et les mettre dans une même base de données qui est accessible. Ce qui fait qu'à la fin, quand un chercheur va s'intéresser à l'EDS, il y a déjà un énorme travail qui a été fait. Et c'est ce travail-là qui est mené à la PHP. Donc ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est valorisé ou pas ? Alors aujourd'hui, c'est très valorisé scientifiquement. Aujourd'hui, la PHP, il y a eu 250 projets déposés. Sur ces projets, il y a déjà eu une quarantaine de publications scientifiques.
sachant que seuls 6% de ces projets ont aujourd'hui été terminés, puisque là, évidemment, un projet scientifique, ça prend du temps, puis surtout quand on attaque les données, on n'est pas encore arrivé. Donc, si vous faites le ratio entre 250 projets, seuls 6% sont terminés, on a déjà 40 publications scientifiques, je vous laisse faire votre extrapolation de quel est le potentiel scientifique d'une base de données comme celle-là. 250 projets, il y en a plus de 40 qui arrivent chaque année. Et ce que j'aime bien rappeler, parce que moi j'ai notamment beaucoup travaillé sur le DS de la PHP pendant le Covid, c'est que le Covid à lui tout seul, qui est une maladie, les maladies rares, il y en a plus de 6000. Le Covid, qui est une seule maladie, à lui tout seul a déclenché l'année du Covid 60 projets de recherche. Alors moi, je souhaite à toutes les maladies rares et à toutes celles qui ne sont pas rares, mais toutes celles qui sont intéressantes en recherche, d'attirer autant de recherches. Et pourquoi il y a eu autant de dynamisme? C'est pas seulement parce qu'il y avait un engouement scientifique. Les chercheurs cherchent tout le temps, ils n'attendent pas une épidémie pour s'y mettre. Par contre, pourquoi il y a autant de projets? Parce qu'il y a eu un énorme travail en lien avec notamment beaucoup de bénévoles, beaucoup de volontaires extérieurs qui sont venus nous aider pour structurer les données. Alors pour une fois, on a vu vraiment le DS qu'on voulait. On l'a eu une fois, c'est sur le Covid. Sur les autres maladies, on s'en approche, mais la route est encore bien longue. D'accord. Alors donc on le voit, ça coûte des moyens, ça coûte du temps globalement, et puis aussi si on veut valoriser ces données, il faut élargir et ouvrir le champ des compétences à associer pour les exploiter, pour arriver à des résultats qui font progresser l'ensemble. Et notamment, on fait souvent appel à des partenaires privés. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Ces partenaires privés, est-ce qu'ils contribuent justement à assumer les coûts? Est-ce que justement leur investissement ne peut pas être un facteur d'établissement et de rétribution de la valeur de ces travaux? Alors clairement, aujourd'hui, sur l'entrepôt de données de santé de la PHP, comme sur la base nationale de données maladies rares, les partenariats privés qui sont publics, c'est trouvable sur nos sites internet, évidemment, parce que les patients doivent savoir quel partenaire on a, c'est peu, ça représente une faible partie de notre financement. C'est peut-être 5 ou 10% de ce qu'on met dans ces objets-là pour fonctionner. Ça va peut-être être plus à l'avenir, mais nos partenaires privés, alors typiquement des laboratoires pharmaceutiques, des startups, elles apprennent aussi avec nous. Il y a beaucoup de questions contractuelles, des questions sur les finalités de ce qu'on fait qui se posent, et en réalité, c'est pas si simple que ça. Accessoirement, la réglementation nous pousse dans une direction, on navigue un petit peu à vue, le Data Governance Act, qui prendra effet dans 1 an. Il y a un article que vous avez peut-être certains lu, c'est l'article 6, ça fait juste une demi-page, mais sur cette demi-page, quand on la lit, on a l'impression que ce qu'on va pouvoir facturer à des partenaires privés quand on fait un EDS, c'est seulement le coût marginal. Alors, pour être très concret, ça veut dire que j'arrive, je m'intéresse à telle maladie, je vais faire une étude. Nous, on a le droit de dire, on va regarder ce que ça coûte de faire cette étude-là, on va vous le facturer. Mais comme je vous l'expliquais, ce qui a coûté en fait très cher, mais ce qui a pris de nombreuses années, c'est tout ce qui a précédé. Et donc, soit l'argent public nous aide, et c'est le cas, là, 50 millions, c'est énorme, c'est beaucoup trop peu. Il faut probablement le double de cette somme, au moins, chaque année, pour arriver à avoir des entrepôts de données de santé. Alors que là, c'est 50 millions sur 3 ans. Pardon, c'est bien par an. En tout cas, c'est 50 millions qui, pour l'instant, c'est pas gravé de l'amorçage, on va dire. Ouais. Moi, j'espère qu'ils seront multipliés par 2 ou par 3 et qu'ils se produiront chaque année. Pardon, Eric, excusez-moi. Oui, désolé Arnaud, je vous ai coupé, mais vous disiez, c'est sur 3 ans, c'est ça? 50 millions sur 3 ans. C'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est plus que bienvenu. Loin de moi l'idée de critiquer ça, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est vraiment, je ne peux que applaudir ça. En revanche, il faut se poser vraiment la question de ce qu'on veut sur les données de santé. Et il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est 50 millions? Qu'est-ce que c'est 200 millions d'euros dans les dépenses de santé, puisque vous vous rappeliez que la santé, c'est 8% des productions de gaz à effet de serre, c'est aussi 8% du PIB. Alors, je peux vous dire que 50 millions, on est sur des montants qui sont absolument l'épaisseur du trait. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, si on veut vraiment y aller, ça va coûter cher en data engineer, ça va coûter cher en experts qui connaissent bien les données, qui savent comment les mettre à disposition, ça va coûter cher en experts en réglementation, qui savent communiquer vis-à-vis des patients pour que les patients s'y retrouvent, ça va coûter cher en juristes qui savent contractualiser avec des industriels, ça va coûter cher en data scientists, ne les oublions pas, parce que certains pensent qu'il n'y a qu'eux qui existent. Moi, vous voyez, j'avais presque failli les oublier. Il va quand même falloir que des gens valorisent ces données à la fin. Donc, en fait, à la fin, c'est un gros morceau d'EDS. Si D'accord. Donc là, vous soulevez un point très important pour un financement pérenne. Point, cher Claude, que vous abordez dans le groupe de travail qui réfléchissent justement sur ce financement pérenne. Alors, peut-être nous répondre directement à ce que vient de nous dire Arnaud, et nous dire un petit peu sur quelle piste vous travaillez dans ce groupe de travail pour aboutir où, selon vous. Alors, vous n'allez pas nous donner les résultats, bien entendu, mais au moins la direction. Oui, alors, donc on travaille sur cette question-là, et on travaille sur ces questions-là, entre guillemets,
par ce qui vient d'être dit d'une certaine manière dans l'analyse qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a tout un élément de socle qu'il faut arriver à construire pour qu'un entrepôt de données puisse donner satisfaction à ses utilisateurs. Et ça, je veux dire, je vois beaucoup de personnes que je connais à la salle qui connaissent ça et qui savent très bien comment ça marche. Et il faut bien investir une partie. Et par ailleurs, comme c'est vient d'être dit, les résultats ne soient pas dans l'immédiat. C'est-à-dire, je construis des données, je fais des recherches, j'ai des publications, j'ai des innovations, etc. Et on est sur un cycle qui n'est pas court au sens des quelques mois, ou etc., dont on pourrait penser que. Donc, il y a effectivement une nécessité d'envisager les critères sur plusieurs plans. Alors, quelque part, trois axes. Il y a une partie investissement, puis une partie qui sera plutôt liée à comment je construis mon DDS. Est-ce que je structure, est-ce que je fais des choses interopérables, est-ce que je fais, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui interviendront et qui devront être évidemment incitatifs dans le financement. Et à la fin, vous avez les incitations à les utiliser avec les cas d'usage, les projets, etc., etc. Et évidemment avec des partenariats. Donc, on est dans cette logique de trois dimensions. Et alors, évidemment, le paramétrage dans ces trois dimensions, il est aussi dynamique. Parce que, comme je disais, c'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas sortir des articles dans le BMJ. Le deuxième jour où vous lancez l'EDS, ça n'existe pas. Donc, il va falloir reprendre le temps. Et donc, voilà, donc ça nécessite forcément qu'il y ait un investissement pluriannuel, etc. Et puis, on peut avoir des paramètres qui bougent dans le temps et qui, au fur et à mesure, entre guillemets, du temps, vont un peu moins financer, entre guillemets, l'investissement dans les données et plus davantage dans la manière de les structurer et puis plus davantage ensuite dans la question de leur exploitation. Donc on travaille sur ces sujets-là. Et puis, il y a le sujet, évidemment, de la rémunération des compétences qu'il faut avoir. Et bien ça, sûr. C'est évident que c'est un sujet sur lequel il faudra que on se penche. Alors, dans ce cas d'un cas, ça s'appelle projet, bien entendu, mais enfin, là, pour le coup, on est sur quelque chose de plus vaste. Hein. Et on en a discuté la semaine dernière dans France 2030 sur la question de comment, entre guillemets, ces grilles de salaire qui sont, vous voyez bien, comment elles sont aujourd'hui entre l'État, la sphère privée, etc., comment les choses sont différentes et que ça nous permettra, et il faudra que ça nous permette effectivement d'avoir les compétences suffisantes. Donc, pas de chiffres, ça vous vous en doutiez, mais néanmoins l'idée quand même que pour démarrer, il faudra quand même investir de manière assez importante. Et je rappelle ce que je disais tout à l'heure quand même, parce que je pense que c'est dans la mesure où ces données servent aussi les établissements. Voilà, elle sert aussi les établissements, ce n'est pas que l'extérieur. Et donc, quelque part, cette partie-là, elle doit s'intégrer dans le financement de l'établissement parce que ça permet à l'établissement d'améliorer son fonctionnement, d'améliorer ses prises en charge et de la qualité des soins dont on sait très bien que, même si on le mesure mal, elle coûte quand même beaucoup au système de santé aujourd'hui. Et donc, par exemple, sur la consommation de plastique, par exemple. Alors là, moi, je n'étais pas sur la consommation de plastique, ouais. Mais enfin, on pourrait prendre les antibiotiques, on pourrait prendre les antidouleurs, on pourrait prendre... Enfin, j'ai un site et voilà. Enfin, je ne suis pas médecin, hein, donc je laisserai les médecins s'exprimer sur le sujet, mais néanmoins, je suis un expert pour me rendre compte que c'est ça qui... À la condition, évidemment, qu'il y ait des projets qui soient menés en rapport avec ces projets de recherche, premièrement, et que, deuxièmement, il y a un benchmark suffisant entre EDS et donc entre établissements, parce qu'un des enjeux aussi dans ce groupe de travail, c'est comment inciter à la coopération entre les EDS. Oui, et c'est là, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'entrepôt, le dossier, le DPI, le dossier patient informatisé, est une chose. Mais dès qu'on les met en commun, on crée un EDS. Et dès qu'on met plusieurs EDS en commun, on crée des vrais moteurs, entre guillemets, de recherche et d'innovation sur des sujets précis. Et ça, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la nécessité de l'interopérabilité et puis de pouvoir relier les choses entre elles. Parce que quand je prends un patient qui est à la BNMR parce qu'il a une maladie rare, mais que par ailleurs je le retrouve à un autre endroit de la PHP parce que par ailleurs il a été Covidé, et ça a dû exister il y a un certain nombre, et bien finalement il faut que je fasse le lien à la fois pour les soins, c'est un problème, mais ensuite il faut que je fasse les liens collectifs pour la santé publique pour dire attention, si les patients ont cette pathologie, attention, il faut les vacciner en priorité contre le Covid parce que c'est eux qui prennent des risques. On a vu ça sur la trisomie 21, si je puis, pour le coup. Et donc, on a bien fait cette analyse-là. Bien et sûr. Cette analyse-là, elle a été permise par quoi ? Parce qu'on a apparié les données
Covid, les données du SNDS actuel, du SNIRAM, et les données de vaccination. Et ça, je pense quand même fondamentalement, il faut comprendre ça. C'était pas les travaux d'Epiphare, justement qui ont... Absolument, ça, Epiphare notamment, mais entre pas autres. La Santé publique France, qui est présent ici, a évidemment contribué à tout ça, également, et l'adresse également a contribué à regarder des éléments d'efficacité vaccinale. D'accord. Peut-être un dernier point, Claude, vous l'avez évoqué, hein, c'est les compétences. Et pour revenir peut-être sur la table ronde précédente, embarquer l'ensemble des parties prenantes pour les inciter, c'est aussi, il faut des incitatifs. Donc ça, c'est un élément du financement pérenne pour pouvoir payer des bons salaires, disputer quand même des data analystes à d'autres secteurs marchands, je dirais. Oui, le sujet. D'abord, il y a une question d'offre. Hein. C'est-à-dire que quelque part, c'est bien le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même plutôt un déficit en data scientist malheureusement, et que donc du coup, on se les dispute un tout petit peu, et ce qui évidemment ne conduit pas à faciliter. Le deuxième sujet, et c'est pour ça que il faut aussi là aussi la mutualisation, elle a aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'elle va pourvoir aussi de monter des équipes avec des tailles suffisantes. Parce que quand il faut avoir des tailles critiques suffisantes pour traiter toutes ces données. Parce qu'en réalité, il faut multiplier les expertises. Et encore une fois, les data scientists, c'est très bien. Je viens de la statistique, donc je ne vais pas contredire ça. Mais néanmoins, je vous dis, il faut des mix de compétences. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des médecins pour vous expliquer ce qui se passe, si vous n'avez pas de data scientists, etc., si vous ne connaissez pas des gens qui ont produit les données, qui ont produit la documentation qui est liée à la base de données, etc., vous ne fonctionnez pas correctement. Donc il faut arriver à avoir tout ça. Et ça demande des équipes un peu multi-origines et aussi qui travaillent bien ensemble. Très bien. Carole Dufouil, alors vous êtes pilote aussi du groupe de travail, donc peut-être dans le prolongement, dans le complément de ce que vient dire Claude, les axes de travail aujourd'hui, les enjeux, les pistes où vous voulez aller, et comment effectivement trouver un modèle de valeur durable pour les entrepôts de données de santé. Je pense que Claude a largement parlé du sujet. Donc la façon dont on travaille pour le moment, donc dans ce groupe sur le financement des EDS, c'est qu'on a fait beaucoup de dialogue avec à la fois des acteurs des EDS et des utilisateurs. C'est un peu tôt pour aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut vous dire, mais moi je trouve qu'il y a une chose qui n'a pas été dite jusqu'à maintenant, c'est que faut pas, comme les EDS, c'est pas que la recherche. Ouais. Et là, la discussion, elle est très axée recherche, mais il faut quand même que l'EDS, il ait un intérêt pour l'établissement et qu'il y ait comme on en a parlé, M. Vibert en a parlé en particulier, que les indicateurs servent à l'établissement. Donc, il ne faut pas avoir cette visée recherche parce que aussi, c'est un petit peu, je pense, illusoire de penser qu'il y aura énormément de recherche avec ces EDS. Donc, ces EDS doivent aussi servir à améliorer les pratiques et en tout cas à les monitorer au sein d'un établissement. Donc, ce que je peux peut-être dire, qui complémente un peu ce qu'a dit Claude, dans la façon dont on voit les choses actuellement, c'est plutôt un financement qui est proche de celui des CRB. Alors, centre de ressources biologiques, c'est ça ? Des centres de ressources biologiques, ouais. Avec une part socle. Alors, vous pouvez nous détailler précisément comment ça fonctionne, les centres de ressources biologiques, comment c'est rémunéré Non, précisément non, mais enfin, l'idée, c'est qu'il y a un budget de fonctionnement global et puis il y a un budget qui est lié aux entrées-sorties d'échantillons. Ouais. Donc, qui sont un marqueur de la dynamique des CRB. Il y a des CRB pour lesquels il n'y a pas du tout de mouvement. Ouais, mais on rémunère de la logistique, entrée-sortie. Comment ? On rémunère de la logistique. On rémunère de l'entrée, oui, c'est exactement. Alors que là, il n'y en a pas. Enfin, si, beaucoup moins, je suppose, si. C'est la partie data analyst et toute la partie gestion des données. Si. L'intégration des données, la gestion. Donc la partie qui serait plutôt variable dans les EDS, c'est la partie gestion de projet. D'accord. Et puis donc il y a une partie là qui serait plus liée à la valorisation économique, mais comme ça a été dit précédemment, il ne faut pas trop espérer sur cette partie-là parce que l'intérêt ceci dit, si les EDS ont plus de visibilité et sont structurés de façon différente, peut-être que l'attrait pour l'industrie sera plus important aussi. D'accord. Est-ce qu'il faut un modèle unique pour l'ensemble des EDS ou est-ce qu'il faut laisser chaque EDS avoir son propre modèle économique avec sa tarification ? Comment procéder ?
il y a pas, enfin, je sais pas si ce que vous appelez un modèle unique, mais ça dépend du type de données, donc je pense que là, l'idée dans ce que nous on va faire. Est-ce qu'il faut une grille nationale opposable ou avec des, je sais pas, peut-être des variables. J'essaie de comprendre, je sais pas exactement, mais. Alors nous, c'est ce qu'on va essayer de faire une grille, un modèle de grille. D'accord. Mais après, il y a plein de cas sans doute pour lesquels il faudra s'adapter. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de modèle unique. Juste pour compléter, si vous voyez bien que déjà on a des entrepôts qui sont de maturité très 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 différentes. Vous avez des choses qui sont déjà construites, la BDMR par exemple, et vous avez des choses qui vont émerger. Donc on ne va pas les aider forcément de la même manière et on ne va pas forcément les mettre les mêmes financements et les mêmes paramètres de financement. Ça serait idiot. Enfin, je veux dire, ça ne serait pas adapté aux situations. Donc on a évidemment ce genre de paramètres à faire bouger selon les cas. Donc voilà, ça viendra. Alors pour le coup, et c'est pour ça que l'appel à projet est aussi très important, c'est parce qu'on va suivre ce qui se passe dans ces appels à projets, parce qu'ils seront de maturité différente. Et donc, on va voir comment on peut justement ajuster, entre guillemets, à chaque fois le modèle à leur utilisation. C'est quoi les indicateurs de suivi sur lesquels vous aurez une attention particulière? On peut en citer quelques-uns, si vous voulez. Vous avez... Si vous prenez je ne parle pas de la partie socle, c'est-à-dire je recueille les données, mais si vous avez la partie structuration, est-ce que j'utilise une nomenclature qui est connue ou est-ce que j'ai une nomenclature qui est uniquement propre à l'établissement? Est-ce que je mets immédiatement des formats de données? Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de format de données, je ne me souviens plus exactement, mais est-ce que je fais un format de données qui est connu ou est-ce que je fais un format de données propriétaire, etc., etc. Donc on va voir ce genre de choses. Et ça, c'est aussi des éléments qui peuvent nous amener à inciter à aller vers des choses qui vont permettre la réutilisation et la meilleure utilisation. Donc ça, c'est des choses de structuration. Après, l'étape ultime, effectivement, c'est ce que dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a des publications, il y a des projets de recherche, etc. Et donc, on verra la manière dont on va. Et il y aura aussi, et dans l'appel à projet, c'est très présent, je pense qu'il faut le mettre, c'est le partage des données au niveau national qui va nous amener à dire, voilà, une fois que j'ai constitué ces bases de données, je les mets à disposition de l'ensemble des acteurs pour que, justement, puissent les réutiliser pour d'autres projets de recherche, indépendamment de l'endroit où ils ont été constitués. Est-ce que, par exemple, les coûts d'interopérabilité qui peuvent être variables, je suppose, d'un établissement à l'autre en fonction de la multiplicité des solutions qu'évoquait Arthur tout à l'heure, est-ce que ça peut être un élément à prendre en compte dans justement la façon dont il faut rémunérer ou amortir ces coûts-là? Oui, amortir, mais est-ce qu'il faut payer tout ou est-ce qu'il faut... Voilà, j'ai bien dit amortir. Hein. Je me mets dans le paramétrage, si je vous le permettez, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus il faut que tout ça soit incitatif à ce que les gens fassent les choses réutilisables. Donc je pense que ça, c'est... Donc du coup, après, il y a une situation de départ, et il faut bien la prendre en compte. Je veux dire, voilà, après, donc ce sera effectivement cet équilibre-là qu'il va falloir jouer. D'accord. Carole, vous évoquiez tout à l'heure les centres de ressources biologiques, mais si je ne m'abuse, est-ce qu'il y a des exemples étrangers aussi qui peuvent vous inspirer dans le groupe de travail? Ce qui nous inspire dans le groupe de travail, c'est plus l'antériorité des EDS dans le monde et les publications qui peuvent en être faites. Donc, on voit qu'on a des années de retard, des dizaines d'années de retard. Et du coup, c'est une vraie perte de chance et pour la recherche et pour les établissements. Mais on peut gagner du temps en documentant bien les expériences heureuses et malheureuses de ces projets qui ont de l'antériorité. On va parler que des événements heureux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. L'idée, c'est de capitaliser sur ce qui a marché. Il y a quand même des exemples, en particulier aux États-Unis, d'EDS qui fonctionnent, qui font de la recherche de très haut niveau. Et des publications de très haut niveau. Donc je pense que c'est là-dessus. Alors par contre, on est dans des échelles de financement qui ne sont pas du tout comparables à la France parce que les systèmes ne sont pas du tout les mêmes et c'est beaucoup plus sur appel à projet d'ailleurs que sur un financement unique comme on est en train de faire. Je suppose que la part de financement privé est beaucoup plus importante aux États-Unis. Ouais, c'est toujours compliqué, mais pas forcément. Je pense que l'attrait c'est plus simple de faire des partenariats publics-privés, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit quand même, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas énormément de partenariats publics-privés en France, c'est que c'est très complexe à mettre en œuvre. Ouais. Donc je pense qu'à l'étranger, c'est un peu plus simple, mais malgré tout, il y a beaucoup d'argent, NIH, donc des instituts de recherche quand même. Arthur et Florence, si vous souhaitez répondre à ce que vous entendez avant que je parle avec vous, Florence, n'hésitez pas. Arthur, vous avez des compléments, des choses à faire observer dans ce qu'on a entendu?
Ouais. Non, moi, en complément, je pense que ce qui est important, c'est que là, on a un AAP qu'on attendait depuis 7 ans, pour dire la vérité. On est très contents et voilà, on remercie les ministères d'avoir enfin enclenché. Et le Health Data Hub, qui a beaucoup contribué, comme l'a dit Eric, au déclenchement de la situation, qui est un amorçage. Quand on évalue, alors vous n'allez pas donner de chiffres, mais je vais en donner un peu. Quand on évalue, et on l'a fait au niveau des CHU, le coût d'un EDS, ça dépend du niveau de maturité, mais on peut être, grosso modo, CHU moyen, on est sur entre 800 000 et 1,2 million en exploitation, de fonctionnement, pour faire fonctionner, pour avoir des équipes qui sont de taille critique et des équipes pluriprofessionnelles, comme on l'a évoqué, c'est-à-dire et qui sont déjà insérées dans un écosystème, je dirais, solide en termes de recherche et de systèmes d'information. C'est ça. C'est-à-dire que donc c'est des data scientists, des juristes, des chargés de valorisation, des chargés de collaboration pour avoir des tiers académiques ou des tiers privés, etc., etc. Donc c'est pas négligeable. Les établissements de santé, je le rappelle, ils sont financés par rapport soit de l'activité qu'ils réalisent, soit par rapport des missions qu'ils réalisent. Et c'est pour ça qu'on fait l'analogie avec les centres de ressources biologiques, puisque les missions de recherche à l'hôpital, elles sont fondées, ou les missions d'intérêt général, on peut voir ça comme de la recherche d'intérêt général, elles sont financées sur la base de missions d'intérêt général et donc avec des enveloppes qui sont effectivement posées. C'est une ligne dans l'ONDAM hospitalier. Exactement, très claire. Et donc posée à la fois sur des frais de structure, je dirais la structure, mais aussi, et ça je tiens à le préciser, il faudra derrière qu'on aille sur le financement des usages et des appels à projets dédiés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas ni dans l'appel à projet, et ce qui devra être le cas à côté du financement des structures. Et de la même façon qu'en recherche clinique, vous avez du financement des structures, donc on a parlé des CRB, vous pouvez avoir les CIC, les CRC, vous avez le PHRC national qui alimente finalement, qui permet... Le programme hospitalier recherche clinique, tout le monde le sait, voilà, mais je le précise dis pour quand les même. autres. Et donc, il faut de la même façon qu'on ait... et c'est très important parce que ce qu'on a évoqué, c'est on va voir l'appel à projet, ça va nous permettre de voir la maturité des entrepôts qui ont été autorisés par la CNIL, sur lesquels les établissements se sont autofinancés. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que c'était stratégique de le faire, ils l'ont fait, ils ont développé des moyens sur leur fonds propres pour le faire. Et ils peuvent utiliser ces outils à des fins évidemment de recherche, mais on l'a dit, sur la qualité, sur la pharmacovigilance, sur le pilotage, sur l'amélioration des parcours de soins. Moi, je pense que Eric l'a précisé tout à l'heure, c'est absolument indispensable. Néanmoins, il faudra que ce soit financé de manière pérenne. Et ensuite, les appels à projets classiques sur les projets, ça doit nous permettre de faire de la recherche collaborative. Et je pense que dans un appel à projet qui vient de sortir, Messidor, c'est aussi le lien qui peut être possible avec des cohortes ou des registres ou des entrepôts de données de santé. Et il faut qu'on continue en fait à alimenter les usages, parce qu'aujourd'hui, il y a finalement peu de cliniciens qui se servent des entrepôts de données de santé comme d'outils de recherche à venir. Et donc, c'est un outil complémentaire d'un panel. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il n'y a pas de valeur? Parce qu'il n'y a pas de rétribution? Parce que c'est ce que expliquait très très bien Eric, c'est que c'est pour ceux qui ont déjà travaillé, qui ont déjà des habitudes de recherche. Ils ont des registres, ils ont des cohortes préexistantes. Donc, pour eux, ils ont du mal à percevoir, par rapport à des données déjà qualifiées, déjà travaillées, ce que va leur apporter un entrepôt de données de santé, où il va falloir faire cet effort de structuration des données, etc. Et d'ailleurs, c'est le boulot des comités scientifiques et éthiques de répondre à la question qui est posée par les cliniciens, c'est oui, l'entrepôt va vous permettre de répondre à cette question dans des conditions éthiques parce qu'il y a telle ou telle donnée. Donc, pour des cliniciens bien organisés en matière de recherche clinique, ils peuvent avoir un petit peu de mal à voir quel intérêt ils vont avoir à aller dans de la fouille de données massives. Mais excusez-moi, quand ils font la recherche clinique, ils fournissent des données structurées, c'est pas des tableaux Excel, comme on le disait tout à l'heure, ou encore des tableaux Excel. Non, mais vous avez des ICRF, vous avez quand même une donnée avec... C'est quoi des ICRF? C'est des cahiers d'observation qui permettent d'écrire en fait toutes les données qui vont être nécessaires pour répondre à la question scientifique qui est posée. Voilà. Et donc, on peut imaginer demain qu'une partie de ce qu'on remplirait aujourd'hui dans les cahiers d'observation avec des moyens d'aide à l'investigation puisse être extrait des entrepôts de données de santé, ce qui peut être un usage parmi d'autres de ces entrepôts de données de santé. Mais pour l'instant, je pense que la qualité des données est probablement à travailler par rapport à ce que sont les cohortes et les registres. Voilà, c'est un exemple. L'élément positif qu'on peut avoir, et on a l'exemple donc des entrepôts qui ont une maturité. En fait, quand on regarde la croissance finalement des projets déposés, la croissance des publications, je pense que c'est exponentiel. On en est au début d'une histoire. Donc moi, je serais plus
plus optimiste que vous sur le potentiel que peuvent avoir les entrepôts de données de santé. Sur la recherche, sachant que ça apporte des points, c'est les points ISA, c'est ça Non, c'est les points SIGAPS. Quand on publie, mais avant que vous ayez un impact en points SIGAPS, comme il faut attendre à peu près 3 à 5 ans, ça ne va pas être le retour sur investissement. Il faut bien savoir que les gens, ils font de la recherche pour améliorer d'abord la qualité des soins. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre recherche et qualité des soins. C'est vraiment très important. Avec les résultats, les publications permettent finalement de répondre à une question et de poser des standards. Mais par exemple, demain, une étude produit des données fiables et consolidées sur l'amélioration d'un parcours de soins sur un territoire élargi et l'atteste. Est-ce que ça, il faudrait que ce soit rétribué? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des lignes budgétaires dans les MIG? Comment Si c'est publié dans un article qui est valorisé pour X points SIGAPS, ce sera valorisé comme n'importe quelle autre recherche. Donc, mais c'est la publication qui va ensuite déclencher... Sandrine Billet. Oui. Pour répondre, dans ce débat, effectivement, Florence, tout l'enjeu, on a ce premier appel d'offres qui permet de financer la structuration, donc la première phase sur la constitution des entrepôts, et on réfléchit à faire des appels d'offres, un appel d'offres spécifique pour justement la recherche en tant que telle et le financement de la recherche. Donc on va le lancer, on est en train de voir comment le formaliser et d'obtenir un petit peu de financement. C'est pas complètement arbitré, mais pour avancer, et c'est justement l'enjeu qui est lié à cet usage et cette production qu'on se fonde là-dessus. Donc c'est pour répondre à l'interrogation, on est en train de travailler sur ce point-là. Je le sais. Donc c'est une annonce que vous nous faites, ou tout le monde le sait déjà? Bon, d'accord, c'est cool. C'est la logique. Oui, c'est la logique. Florence, d'autres observations les observations, moi je pense que ce qui est très important, et ça a été souligné, et c'est aussi le rôle là, l'appel à projet va permettre quand même de labelliser un certain nombre d'entrepôts. On verra si c'est des entrepôts jeunes ou des entrepôts déjà maturés, qui ont déjà fait l'effort de se structurer. Donc ça, ce sera un élément de réponse. Mais ce qui était intéressant, c'est l'articulation avec le Health Data Hub qui a été dite, parce que là où il faut, à mon avis, qu'on crée, et c'est déjà un peu le cas, une communauté, c'est de ne pas réinventer chacun dans son coin des outils technologiques. Qui nous permettraient. Voilà, ça c'est important. Ouais. Et de la même façon, on disait ce qu'il faut un modèle national. Alors moi, je plaide plutôt pour un modèle un peu en plus décentralisé. Non, il peut y avoir de la décentralisation, mais ce que je veux dire, c'est dans les règles de financement, il faut quand même qu'on définisse, on pose un peu les cas de figure, et qu'on soit tous traités d'une certaine façon à la même enseigne. Donc ça me paraît important d'avoir un cadre national. Sachant que vous, gestionnaire d'hôpital, vous avez besoin de visibilité, de prévisibilité aussi sur ces lignes de dépenses et d'investissement. Tout à fait, parce que ce qu'on dit tout à l'heure, pour nous, attirer des compétences, c'est leur donner une visibilité sur on ne vous recrute pas pour 2 ans, mais on vous recrute pour 5, pour 10 ans, etc. Et d'autant que c'est des métiers qui sont rares, qui sont peu nombreux et qu'il faut être attractifs. D'où le lien aussi avec des outils, des équipes qui doivent être de taille critique. Donc on peut mutualiser certaines choses, mais pas trop non plus. Quand vous êtes à 250 km les uns des autres, mutualiser des personnes, c'est plus compliqué que quand vous êtes... Les GHT ne seraient pas appropriés puisque c'est des outils de mutualisation par essence pour des EDS. Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas dans un GHT, en général, quand vous avez un établissement qui a un EDS sur le GHT, c'est déjà pas mal. Okay. Tous les établissements ne sont pas en capacité d'avoir des EDS. Donc je ne suis pas sûre que le GHT soit forcément toujours la bonne maille. Ça peut en être une, mais je ne crois pas qu'il y ait de maille. Voilà. Non, mais je m'en arrête là. Ok, c'est super. Alors, si un complément, l'un de vous quatre, c'est le moment. Sinon, peut-être on a 3 minutes pour des questions. Et Eric... Pardon? Mais Alexandre, tu es là? Excuse-moi Alexandre, c'est le problème du distanciel. Je suis absolument désolé, tu m'en veux pas. Alors tu viens d'entendre, tu es directeur d'un bureau d'études bien connu, cofondateur d'EVA. Vous, bureau d'études, vous avez besoin d'accéder aux données justement. Alors comment est-ce que vous voyez la problématique de la tarification? Comment est-ce que vous souhaitez dans quel sens on doit aller sur ce plan-là? Alors tout d'abord, désolé de ne pas être physiquement avec vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend très bien. En fait, déjà, c'est effectivement un signal extrêmement favorable que le lancement de cet appel à projet pour financer des développements d'EDS ou pour consolider des EDS existants. C'est vrai que pour les utilisateurs de données que nous sommes, alors en tant que bureau d'études, on travaille pour le compte d'industries de santé qui sont intéressées pour mener des études sur des données, les données du SNDS seules, mais de plus en plus, et je vois Arnaud qui opine du chef, à Paris avec d'autres sources de données qui ont une très forte valeur clinique
et médicale. Et la BNDMR, effectivement, est sans doute un des ODS qui est le plus avancé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, pour nous, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que cette tarification, elle doit être claire, transparente, et il faut très vite qu'on la mette en place parce que, Claude ne dira pas l'inverse, depuis 2018, on a eu des groupes de travail sur le financement d'abord des données du SNDS, puis au CSF, puis en 2019, le CSF Santé sur le financement de comment tarifer les bases du catalogue du Health Data Hub. Et force est de constater que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Alors, je conçois, je dis mais les bureaux d'études conçoivent aisément que ce n'est pas simple et que c'est vrai que pour tarifer quelque chose, encore faudrait-il savoir comment construire ce coût. Et je ne sais plus si c'est Madame Dufouille ou Madame Favrel qui disait finalement, il y a le coût du T0, c'est-à-dire pour construire l'entrepôt. Mais après, moi, j'ai envie de dire, il y a le coût de l'entretien. J'ai entendu entre 800 000 et 1,2 million par an, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que 50 millions, c'est pas beaucoup si on envisage d'avoir plusieurs dizaines d'entrepôts en France. Et puis après, il y a le coût de l'extraction en tant que tel. Et puis, voire même le coût de service ad hoc, parce qu'aujourd'hui, il y a des EDS qui envisagent peut-être de faire le même travail que font des bureaux d'études ou des laboratoires de recherche. Et pour moi, il y a vraiment ces 4 niveaux de lecture. Et il est indispensable derrière que pour des acteurs comme nous, mais en fait, les industries de santé, parce qu'en fait, les industries de santé aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais elles ont cette propension à payer pour accéder à ce type de données. Ce n'est pas un souci aujourd'hui, le financement en tant que tel, mais ils veulent savoir ce qu'ils achètent. On parlait, je crois que c'est Claude qui parlait de valeur de la donnée. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une nomenclature qui est propre à l'hôpital ou est-ce que c'est une nomenclature qui est commune à tout le monde ? Quelle est la profondeur ? Est-ce qu'on est sur 2 ans de profondeur ou est-ce qu'on est sur 10 ans de profondeur ? Est-ce qu'il y a des audits de qualité qui sont menés dans l'ODS et qui permettent d'assurer qu'on a un taux d'exhaustivité de temps ? Quelle est la représentativité de tout ça ? Donc, c'est vrai qu'il va falloir, dans les différents groupes de travail, réfléchir à… Il paraît inenvisageable d'avoir, entre guillemets, un socle commun à tous les EDS parce que leur niveau de maturité n'est pas le même. Mais on pourrait envisager d'avoir des cases à cocher en disant, voilà, on a tel ou tel niveau d'information, etc. Bien sûr. Alors, il y a aussi une question sur les délais de négociation, de contractualisation, puisqu'on sait que ça peut poser problème dans d'autres champs d'exploitation de la donnée. C'est quoi vos attentes, peut-être vos frustrations et vos attentes, Alexandre, sur ce sujet ? C'est une question de moyens. Je crois que c'est Madame Dufouille qui parlait il faut des équipes pérennes. On sous-estime le temps administratif qu'il faut pour rédiger une convention, encore plus lorsque c'est du public-privé. C'est pour ça que les partenariats public-privé, ils sont extrêmement complexes à mettre en place en France, parce qu'aujourd'hui, vous avez face à vous des industries qui sont à 95% anglo-saxonnes, pour ne pas dire américaines, avec des services juridiques qui coupent les cheveux en 4, et puis qu'il n'y a pas forcément quelqu'un au niveau de l'EDS qui va être rompu à ce genre de questions. Donc, effectivement, il faut anticiper ça, et pour ça, il faut des juristes. Alors, on peut mutualiser des juristes. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un juriste par EDS, mais il est indispensable qu'il y ait des juristes pour ça. Et puis après, effectivement, il faut voir l'accès concret, c'est-à-dire qu'on peut parler de la constitution de l'EDS, mais une fois qu'il existe, je vais parler d'un EDS qui est bien connu, qui n'en est pas un, mais c'est la base du SNDS. Bon, la base, elle existe. Pour autant, ce n'est pas simple de faire une extraction. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment, et Claude ne dira pas l'inverse, parce qu'il s'en est occupé pendant quelques années. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour extraire un jeu de données. C'est des tables, il y a des centaines de tables, il y a des process, il y a une programmation à faire, il y a des contrôles qualité à faire. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça parce que c'est un gros travail. Donc, pour le coup, peut-être qu'on a sous-estimé au niveau de l'assurance maladie le flux de demandes important et le travail qu'on s'allait demander. Comme là, on est au T0 de l'histoire des EDS, entre guillemets, je pense qu'il faut d'ores et déjà, je vois des têtes qui bougent, mais c'était une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est pour les nouveaux EDS, autant anticiper ça et ne pas le sous-estimer. J'essaie de m'exprimer mieux. Bien sûr. Merci Alexandre. Une réaction de Florence ?
Oui, on est déjà en train de travailler en fait entre établissements de santé à avoir des grilles en fait de facturation des prestations. Puis après, vous avez les recherches collaboratives où là c'est un peu plus compliqué. Vous allez avoir des enjeux de propriété intellectuelle et puis tout dépend. Si vous entraînez des algorithmes sur des données massives, il y a la valeur d'élaboration, enfin où on va mettre à disposition des données, etc. Donc qui est mesurable d'une certaine façon. Puis vous allez avoir la valeur d'usage et donc ça c'est pas mesurable et on peut pas avoir de contrat type là-dessus. Et c'est, je pense que c'est un peu le challenge qu'on a avec le Health Data Hub, c'est de travailler à harmoniser ces grilles de prestations pour faire confiance, pour donner confiance que comme l'ont fait les CRB, mais les CRB ont mis 10 ans à le faire, de se mettre d'accord sur des grilles de prestations. Je souligne le chemin à parcourir. Ça a mis 10 ans pour que tous les établissements se mettent d'accord sur combien ça coûte d'aller sortir tel ou tel échantillon, etc. Donc il faut qu'on le fasse de manière plus rapide là. Et puis on peut faire de la même manière qu'on l'a sur les conventions uniques dans les essais cliniques. C'est qu'il y a des grilles opposables, tout le monde les utilise. Voilà. Et ça aussi, c'est des choses qu'on a évoquées et on peut aller relativement vite là-dessus pour donner de la confiance. Mais après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les délais soient beaucoup plus significatifs que pour les autres contrats collaboratifs. D'accord. Alexandre, une réaction peut-être sur ce que tu viens d'entendre de la part de Florence? Ça va dans la bonne direction? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Florence et je partage aussi le fait que ce n'est pas forcément plus long pour ça que pour d'autres. Ça, je vous rejoins. Après, une dernière réflexion, parce que je vous écoutais depuis le début de la table ronde, et même celle d'avant d'ailleurs. Je pense que là, on a cité les SIGAPS, on a cité les MIGAC. Je pense qu'il serait vraiment intéressant qu'il y ait un financement de l'État sur ces projets de recherche. C'est-à-dire qu'il y a finalement le travail qui va être fait de manière ad hoc pour faire une extraction pour un projet qui sera passé dans le comité scientifique et éthique. Et là, c'est à l'industriel de payer ça, mais on sait très bien que je pense qu'il va être compliqué de trouver un financement pérenne uniquement via des valorisations par projet. Et on pourrait tout à fait imaginer, alors même si les choses se mettent en place petit à petit, et comme le disait un des intervenants, le temps de publier, on est entre 2 et 3 ans par rapport à la fin de l'étude, et donc ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il serait quand même vraiment intéressant de flécher, si on veut vraiment que la data et l'usage de la data se développent, que ce soit pour les chercheurs de l'hôpital, que ce soit pour les chercheurs du secteur privé que je représente, il faut qu'il y ait une volonté forte tout en haut de dire, voilà, vous faites des projets à partir de votre ODS, et bien c'est tant de budgets qui tombent, qui vont permettre d'entretenir les équipes qui sont autour de l'EDS, ce qui n'empêchera pas après des négociations de gré à gré sur un projet entre le public et le privé. Voilà, c'est un souhait que j'aurais. Merci Alexandre. 2 réactions, Arthur et Claude. Alors, moi, c'est Arnaud. Pardon, désolé, je suis désolé. Ouais, pardon. J'avais peur de dire des bêtises et de me faire appeler Arthur. Mais je constate que j'ai non, c'était pas le bon. Je me suis trompé de prénom, mais c'était pas le bon. C'est pas grave. Donc, non, simplement, une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir ce Graal, c'est peut-être un peu excessif, mais ce Graal du contrat type et du prix type, c'est que personne n'est d'accord sur combien ça coûte, en fait. Voilà. Donc, alors, à la limite, si vous savez, dites-nous. Moi, je pense que ça peut arriver. Je ne dis pas que je parle d'expérience, mais je pense que ça peut arriver. Un laboratoire qui arrive pour faire une étude sur une maladie, il dit au départ qu'il est prêt à payer tant. Les cliniciens disent « Attendez, pour ce genre de données, vous ne trouverez nulle part des données comparables. » Et nous, pour des données similaires, on a fait payer 4 fois plus à un autre laboratoire, donc proposez-leur un prix 2 fois plus élevé. Et que le laboratoire, quand on lui revient et on lui dit finalement pour exactement la même chose sur laquelle on s'était un peu mis d'accord, on va vous faire payer 2 fois plus cher, est-ce que vous êtes toujours partant? Je pense que ça peut arriver qu'un laboratoire soit toujours partant. Donc je pense qu'en effet, sur les prix, il y a énormément d'élasticité. Et pour cause, de toute façon, le laboratoire, à un moment donné, s'il veut faire l'étude, si finalement il n'a pas d'autre moyen que de passer par vous ou de créer une base de données from scratch, en fait, ça coûte tellement cher de faire un projet from scratch qu'à la fin, il va quand même être partant. Mais pour autant, on n'a pas envie de mettre des prix élevés ou de laisser beaucoup de possibilités parce que ces négociations prennent du temps, parce que voilà. Donc au final, quelle est la bonne solution? Malheureusement, on l'a toujours pas. Et pourtant, notamment pour tous les acteurs privés dans la salle, ça a été dit, les EDS, c'est à la fois de la science. Et là, la négociation du prix, elle se fait aussi parce que si le clinicien a vraiment très envie de publier cette étude-là, qu'il l'aurait presque fait de toute façon, on est prêt à faire beaucoup plus de compromis sur le prix. À l'inverse, si l'étude, franchement, a principalement un intérêt pour le laboratoire, forcément, on va faire moins de compromis. Mais outre la science, il y a aussi, et ça a été dit, effectivement, les EDS, ça sert aussi à plein de choses pratiques.
Et pour ceux d'entre vous qui disent 15 fois par an, je dois répondre au siège de mon laboratoire pharmaceutique sur combien de patients à la PHP peuvent être inclus modulo tel ou tel critère d'inclusion et qui se disent c'est bizarre, il n'y a toujours pas de bouton qui me permet d'avoir la réponse à cette question. Bon, bah, sachez qu'on y travaille, on est tout à fait preneur de partenariats en ce sens, on a déjà pas mal de discussions avec différents labos et ça peut être intéressant. Et pareil sur les cohortes, il y a aussi un certain pré-remplissage des données de cohorte qui peut être fait, donc auquel cas l'EDS n'est pas la fin en soi, mais il permet de pré-remplir des choses, notamment par du traitement de langage automatique, puisque vous savez que dans ces fameux dossiers patients informatisés, il y a aussi beaucoup de langage naturel, tous les comptes rendus d'hospitalisation, tous les comptes rendus de consultation, et on sait aujourd'hui trouver le tel ou tel élément du phénotype du patient dans ce genre de compte rendu. Merci Arnaud. Alexandre, si je peux me permettre, oui, alors, mais rapidement, parce qu'on est vraiment en bout de table ronde. Non, je voulais juste réagir sur ce que venait de dire Arnaud par rapport à l'élasticité de prix. On a la chance de bosser avec la BNDMR, donc oui, effectivement, il y a de l'élasticité. Maintenant, je reste convaincu, et vous l'avez dit tout à l'heure Arnaud, sur la part du financement privé au sein de la BNDMR, je reste convaincu qu'il est préférable de faire 20 études à 100 000 euros que 2 à 200 000. Quoi. Donc, vous allez toujours trouver quelqu'un, un gros, pour payer et avoir plus. Mais aujourd'hui, je trouve dommage de se priver de travaux de recherche juste parce qu'effectivement, il n'y a pas cette transparence sur la fixation du prix, même si, encore une fois, c'est extrêmement complexe de fixer un prix. Je suis d'accord avec vous. Merci Alexandre, c'est dit. Claude ? Oui, c'est un problème économique industriel entre la proportion à payer et le coût des facteurs. Mais enfin bon, je ne vais pas rentrer sur ce sujet. Je voudrais revenir sur un sujet qu'a dit Alexandre, c'est qu'il y a aussi l'homogénéité des variables par EDS, soit thématique, soit générale. Et je prends deux exemples. Un qui est plutôt, c'est-à-dire si je prends de l'insuffisance cardiaque, ça veut dire qu'il faut que la mesure de tension soit partout mesurée de la même manière, dans les mêmes conditions, etc., de manière à ce que ça puisse être utilisé quand on pool les données. Et un deuxième qui sont plus générales, c'est les facteurs de risque. C'est-à-dire que si on était capable de mettre dans chaque entrepôt de données les facteurs de risque, alors le poids, le machin, etc., les comportements fumeurs, pas fumeurs, etc., et qu'on puisse là aussi pooler tout ça, on aurait des éléments de diagnostic sur la réalité de la prévalence des facteurs de risque dans ce pays qui n'existent aujourd'hui pas. Ouais, c'est intéressant. Si je peux me permettre, là, malheureusement, l'heure tourne, on est un petit peu en retard. Il y a une question, je pense... ouais. Il y a une question qui est en rebond de ce qu'on vient de se dire, une question sur le chat. Quelle sera la marge de manœuvre des entrepôts au point de vue vente de données de santé à d'autres organisations, publiques ou privées? Gratuité pour les organismes publics et tarification pour les organismes privés ou autre chose? Claude, on ne sait pas encore. Je vais dire juste une chose. Un, on ne vend pas des données de santé. Voilà, c'est entre guillemets le mot. Deuxièmement, on peut éventuellement vendre des services autour de la donnée. C'est ça. D'accord. Donc ça, je ne vais pas me faire un. Et après, on rentre dans tout ce qu'on vient de dire sur la manière de tarifer tout ça. C'est ça. OK. Une question à la salle et après on passe à autre chose. Eric, mais rapidement, prenez un micro. Ce qui est très important, on a parlé tout à l'heure des data scientists. Il ne faut pas fantasmer avec les data scientists. Un data scientist en docteur, ça ne sert à rien. En revanche, ce qui est très important, c'est les outils d'extraction dans les EDS. Je vois par exemple la PHP qui a fait un travail remarquable en développant Core 360, qui est un outil qui va permettre d'extraire des données facilement de EDS. Et ça fait des data scientists automatiques, si j'ose dire. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut investir.